Merci beaucoup d'être ici pour échanger avec nous aujourd'hui. Mon nom est Anne-Catherine Faye. Je suis économiste et il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour animer cette discussion sur le thème de l'autonomisation économique des femmes dans l'espace africain francophone. Alors, nous partons d'un constat réitéré depuis plusieurs années à travers plusieurs études scientifiques et macroéconomiques. Réussir l'autonomisation des femmes contribuerait de manière substantielle au développement économique et durable de nos différentes nations africaines. Alors, qu'entend-on par autonomisation économique des femmes? L'autonomisation économique des femmes pourrait être inscrite autour de 3 dimensions, essentiellement. Alors, tout d'abord, il s'agit d'améliorer et d'élargir les opportunités économiques pour les femmes, notamment par l'accès égal à la scolarité, l'accès à plus d'emplois, mais à des emplois de qualité, par l'entrepreneurship dans un climat d'affaires propice qui promeut l'essor et la pérennité d'entreprises dirigées par des femmes. Ensuite, il s'agit de favoriser la participation et l'inclusion des femmes dans des processus décisionnels économiques, notamment par l'implantation de mécanismes incitatifs visant la nomination de femmes dans des postes de décision du secteur public, mais aussi des conseils d'administration, de patronat et d'organisations syndicales. Enfin, les dimensions de l'accès aux opportunités économiques et de l'inclusion dans les processus décisionnels doivent être accompagnées par la dimension de l'amélioration des cadres législatifs pour la protection des droits de la femme. Ensemble, on peut dire que ces 3 dimensions constituent la base de ce que l'autonomisation des femmes est un moteur de croissance économique. Alors, c'est important de noter qu'il y a eu du progrès sur chacune de ces dimensions-là dans différents pays de l'espace africain francophone, de manière inégale, mais quand même positive. Il serait difficile de faire un portrait exhaustif de la situation actuelle et de toutes les actions déjà posées en la matière, dans le temps limité qui nous a imparti surtout aujourd'hui. Alors, notre table ronde vise plutôt à faire un tour d'horizon global sur la présence de la contribution de la femme dans le changement social et la croissance économique en Afrique, et ce, sous divers angles. Nous discuterons notamment des sphères d'activité économique des femmes, de l'éducation, de l'entrepreneuriat féminin dans le secteur informel et de l'influence des femmes dans les instances décisionnelles. Enfin, sur la base de l'expérience riche et vaste de nos panélistes ici présents, nous échangerons sur les mesures incitatives à considérer pour dynamiser davantage la participation des femmes de manière pertinente, efficace et durable dans les processus de développement économique en cours dans plusieurs pays africains. Alors, sans plus tarder, je vais faire place à nos panélistes ici et que je vais présenter individuellement et inviter à prendre la parole. Je vais commencer par Dr Mouna Cherkaoui. Vous êtes professeur en économie ici à l'Université Mohamed V et vous vous êtes intéressé dans vos travaux de recherche à des problématiques de pauvreté et d'inégalité économique. Alors, essentiellement, j'aimerais vous demander d'abord quelles sont les raisons et comment remédier aux inégalités d'accès à l'éducation qui subsistent encore en Afrique. Et ensuite, quel est le rôle du système éducatif dans la promotion d'une meilleure situation économique des femmes, loin de la pauvreté. Voilà. Ça marche ? Bonjour, je voudrais vous remercier de me donner la parole et je voudrais commencer par revenir sur la question qui est le sujet finalement de notre réunion aujourd'hui, qui est la question de l'autonomisation des femmes. Et je crois qu'il faut, avant de commencer à discuter de quel est le degré d'autonomisation qui existe dans nos différents pays, déjà réaliser que le concept est un concept qui est déjà difficile à définir, et je vois bien que vous avez donné quelques définitions, mais c'est un concept qui est difficile à définir
D'abord essentiellement parce que c'est un processus, ce n'est pas un état que l'on peut observer, c'est un phénomène qui se déroule et qui est en cours, etc. Donc finalement, ce processus permet aux femmes d'acquérir une certaine capacité qui est la capacité de faire des choix qui affectent un petit peu leur vie et leur manière de vivre. Et donc, comme je le disais, cette mesure de l'autonomisation est extrêmement compliquée. D'abord parce que mesurer le choix, c'est très compliqué. Et on observe rarement le phénomène de prise de décision. On observe le choix une fois qu'il a été effectué, mais on observe rarement la manière dont le choix a été fait. Comme je l'ai dit, c'est un processus. Et puis aussi, ça peut aussi avoir l'autonomisation en soi peut avoir des significations différentes dans des contextes différents. C'est-à-dire une prise de décision qui peut signifier une plus grande autonomisation dans un contexte particulier, peut signifier l'inverse dans un autre contexte. On sait, et là je reviens un petit peu à ce dont vous m'avez demandé de parler, on sait comment augmenter l'autonomisation des femmes. On a un certain nombre d'éléments qui nous permettent finalement de dire une femme aura une plus grande autonomisation si elle a plus d'éducation, si elle est mieux formée, si on renforce la confiance qu'elle a en elle-même, si on élargit ses choix, si on élargit l'accès aux ressources et à leur capacité à les contrôler, et si on réduit bien évidemment la discrimination et les inégalités entre les sexes. Donc tous ces phénomènes-là pourraient en contribuer, si vous voulez, à une amélioration de l'autonomisation des femmes. Et lorsque l'on arrive finalement à augmenter cette autonomisation, eh bien, il y a un certain impact. Il y a un certain impact sur la société. Vous avez bien évidemment un meilleur accès des femmes aux ressources et aux opportunités économiques. Et bien sûr, ça peut toucher aussi bien la question que vous avez mentionnée, qui est la question des emplois. Mais finalement, un accès meilleur au marché de l'emploi. Et ces ressources, ça peut être aussi les services financiers, la propriété, le développement des compétences, l'information en elle-même est un signe finalement d'augmentation de cette autonomisation. Non seulement c'est important pour les femmes, bien évidemment, en elles-mêmes, mais on sait, d'après bien sûr beaucoup d'études, que cette autonomisation va permettre d'atteindre des objectifs de développement qui sont liés à la santé et au bien-être des femmes, mais aussi le bien-être de leurs enfants et le bien-être du ménage dans son ensemble. Bien évidemment, on connaît tous de nombreuses études qui montrent que lorsque l'on donne des revenus aux femmes, en général, ces revenus sont mieux utilisés au sein de la famille. Et ça peut à la fois augmenter le niveau d'éducation des enfants, ça peut aussi augmenter la réduction de la pauvreté parce qu'elles ont peut-être une utilisation différente finalement. Le lien entre on part du principe, très souvent lorsque l'on parle de cette autonomisation des femmes, que finalement, l'accès à l'emploi est un signe extrêmement positif de cette autonomisation. Par contre, il faut aussi reconnaître que le lien entre le travail et l'autonomisation des femmes, dans différents contextes, peut être beaucoup plus complexe qu'on le voit. On considère que des taux de participation finalement au marché de l'emploi sont un signe d'autonomisation plus importante, mais est-ce que c'est considéré comme une amélioration de la situation économique des femmes, une amélioration de la croissance, mais ce n'est pas toujours, le lien n'est toujours pas aussi direct qu'on peut le penser, parce que un emploi peut être plus ou moins valorisant pour la femme. Vous pouvez avoir un emploi soit dans le secteur formel, soit dans le secteur informel, et en fonction de l'emploi dont vous parlez, eh bien,
l'autonomisation qui en résulte n'est pas la même. Et là, je voudrais quand même essayer de répondre un petit peu aux deux questions que vous m'avez posées. Qui porte un petit peu sur le rôle du système éducatif dans la promotion de la situation économique des femmes. Et bien évidemment, on est dans une enceinte universitaire, et bien évidemment, si on est là, c'est qu'on considère tous plus ou moins que l'éducation est un des éléments les plus importants. Et cette éducation, elle donne aux femmes les connaissances et l'expérience nécessaires pour participer finalement à la vie de la société. Elle donne un meilleur accès à l'emploi, bien sûr, et à de meilleures opportunités sur le marché du travail, ce qui entraîne bien évidemment une augmentation des revenus et une participation plus grande aux décisions financières des ménages. Elle ouvre bien évidemment l'éducation la porte à des opportunités, elle ouvre la porte à des choix. Elle améliore l'accès à l'information sur la santé, elle améliore l'accès à l'information de manière générale, et donc ça permet aussi de réduire la mortalité infantile, de réduire les niveaux de fertilité, etc. En fait, l'éducation de la mère, elle améliore les capacités finalement du ménage dans son ensemble, aussi bien au niveau des capacités de lecture, capacités d'écriture, la question de l'hygiène, la question de la situation financière, etc. Donc, globalement, bien évidemment, le système éducatif a un rôle extrêmement important dans l'amélioration de la situation économique des femmes. Ça, c'était la première question. La deuxième question... Okay. C'était la deuxième question. La première question portait Alors, la première question, j'aurais aimé que vous nous parliez un peu des inégalités d'accès à l'éducation, justement, et comment faire pour promouvoir la présence des femmes un petit peu plus dans les écoles, mais jusqu'au niveau universitaire. Il faut déjà reconnaître qu'il y a une très forte inégalité d'accès des femmes, des filles à l'éducation en Afrique. En tout cas, les jeunes femmes sont 1,5 fois moins susceptibles que les jeunes hommes de suivre une éducation ou une formation. Bien évidemment, les inégalités sont variables d'un pays à un autre. Et je crois que de plus en plus, dans de nombreux pays d'Afrique, on s'assure qu'il y a une égalité à l'accès. Et mais le problème, ce n'est pas est-ce qu'elles ont commencé une scolarité, c'est finalement jusqu'à quel point elles vont continuer leur scolarité. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder l'inscription par exemple dans le primaire et se contenter et dire finalement on a le même taux d'inscription pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles. Il faut regarder comment ils vont poursuivre leur scolarité et où est-ce qu'ils vont s'arrêter et où est-ce que chacun va s'arrêter. Bon, bien évidemment, il y a des questions dans beaucoup des pays d'Afrique où il y a les coûts de collège, les coûts de l'école, les coûts du collège. Eh bien, finalement, les familles souvent préfèrent favoriser les garçons par rapport aux filles dans l'accès à l'école lorsque les coûts sont importants. Eh bien, il y a toutes les questions qui ont donné lieu à de très nombreux articles sur la distance qu'il y a, sur les moyens de transport, sur toute une série de choses annexes qui rendent l'éducation des filles plus difficile que celle des garçons. Et il y a bien sûr toutes les questions de la perception de quel est le rôle de la femme, quel est le rôle de l'homme au sein de la famille. Et en général, on considère que le rôle des femmes, c'est d'abord domestique. Les filles doivent être en mesure de participer aux travaux domestiques, alors qu'on n'en attend pas autant des jeunes garçons. Donc, globalement, finalement, il y a toute une...
manière de faire, et je crois dans beaucoup de pays d'Afrique, et je ne connais pas tous les pays africains un par un, donc je ne veux pas porter de jugement, mais souvent il y a une priorité plus faible qui est donnée à l'éducation des filles par rapport à l'éducation des garçons. Les normes sociales, finalement, favorisent beaucoup les garçons et leur donnent les normes sociales, finalement, favorisent les garçons et donc leur donnent plus la priorité. Quand on va dans des études un peu plus poussées, eh bien, on se rend compte que les sujets, finalement, les matières qui sont étudiées par les garçons sont des matières plus rémunératrices, disons, que celles qui sont étudiées par les femmes. Alors, très peu de femmes sont inscrites dans les programmes d'ingénierie, de construction, etc., et de nouvelles technologies, etc., que de garçons. Et donc, il y a un biais à la fois qui s'exerce au niveau du primaire, du secondaire, mais aussi du supérieur. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. C'est très utile. Nous allons d'ailleurs reparler de cette question-là, non seulement de l'accès à l'éducation, mais de la spécialisation en sciences un petit peu plus, un peu dans quelques minutes avec une de nos panélistes ici. Alors, je vais me tourner maintenant vers Madame Amina Figuihi. Vous êtes la première femme titulaire du diplôme national d'expert comptable ici au Maroc. Vous êtes aujourd'hui la directrice générale de l'Office national des pêches. Et vous œuvrez à titre d'administrateur au sein de plusieurs grandes sociétés de la place. J'aimerais vous poser 2 questions en particulier par rapport à ça, à votre parcours. Alors, quel constat faites-vous aujourd'hui sur la représentativité des femmes dans les affaires publiques, notamment au sein d'institutions, à la tête d'institutions nationales comme l'Office national des pêches? Et ensuite, sur la base de votre expérience personnelle, quelles sont les barrières qui se dressent devant les femmes pour intégrer les postes décisionnels du secteur public, notamment pour accroître justement l'influence et leur pouvoir décisionnel à titre d'administrateur, par exemple? Je vous remercie. Donc, le constat en matière d'affaires publiques. Il est vrai que depuis l'adoption de la Constitution en 2011, notamment son article 19, qui prévoit que l'État doit œuvrer à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes, il y a des avancées importantes qui ont été réalisées, certes, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'il y a une différence entre l'égalité réelle et l'égalité formelle. Bien sûr, la Constitution a consacré la parité et l'égalité formelle, mais qu'en est-il de la réalité? Et donc, certes, il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été faits depuis les années 90 pour essayer de propulser la femme et d'encourager l'accès de la femme à des postes de responsabilité ou des postes décisionnels. Mais c'est un processus, il y a du chemin à faire et il y a un long chemin à faire. Le processus est un processus perfectible, continu. Et je veux dire, on sera très vite rattrapé par la réalité parce que je pense qu'en termes d'éducation, les filles ont des niveaux d'instruction de plus en plus importants et donc elles vont s'imposer d'elles-mêmes, notamment dans certains domaines. Maintenant, par rapport à la représentation des femmes au niveau de l'administration, certes, les chiffres de 2018 montrent que 39,7% des fonctionnaires sont des femmes, mais je parle de... Maroc. Oui, au Maroc, bien entendu, mais je parle des fonctionnaires de manière générale, mais plus on augmente dans le niveau hiérarchique, plus ce taux devient faible. Et donc, pour l'analyse du pourcentage des femmes au niveau des postes de responsabilité, il est de 22%. Alors, au sein même de ces 22%, on remarque que la majorité occupe des postes de chef de service parce que
Bon, la plupart d'entre nous savent qu'il y a dans l'administration publique le niveau de chef de service, ensuite chef de division, quelquefois chef de département, mais c'est rare, ensuite directeur et secrétaire général. Et donc, bien entendu, les femmes, la majorité des femmes sur ces 22% occupent des postes de responsabilité comme chef de service. Et plus on monte au niveau hiérarchique, moins ce ratio est important. Alors, bien sûr, est-ce que c'est l'effet plafond de verre? Moi, je dirais oui. Mais il faut arriver à casser ce plafond de verre. Il faut arriver à dépasser ses limites parce que parfois, bien entendu, ce faible pourcentage est dû à plusieurs facteurs. Et parmi ces facteurs, c'est la femme elle-même qui ne s'autorise pas et qui se met parfois elle-même des barrières à oser prendre des postes de responsabilité. Et là, si vous me permettez, je vais rebondir sur je vais faire allusion à un sujet où les femmes sont souvent victimes du syndrome de l'imposteur. Étant moi-même une femme, et moi-même j'ai baigné dans un domaine complètement masculin, j'ai été la première femme diplômée d'expertise comptable au Maroc. J'avais toujours besoin, je ne suis pas la seule, hein, les études ont montré que la plupart des femmes sont victimes de ce syndrome, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on prouve que nous sommes compétentes, nous sommes aussi compétentes que l'homme, nous sommes obligées de faire beaucoup plus d'efforts que les hommes, juste pour prouver que nous n'avons rien à leur envier et que nous sommes aussi professionnels que les hommes qui occupent des postes de responsabilité. Et nous sommes toujours dans la culpabilisation, la justification, l'argumentation pour prouver que nous sommes là. Alors que de l'autre côté, l'homme n'a pas besoin de prouver ses compétences. Il est là. On l'a éduqué depuis son jeune âge à être responsable, à occuper, à être le chef, hein, surtout entre Africains, je pense qu'on a presque les mêmes types d'éducation. C'est lui le chef. Et donc, la fille, il faut qu'elle fasse un grand effort. Et au Maroc, bien entendu, nous avons des exceptions, certes, mais nous avons du chemin à parcourir. Nous avons des stéréotypes. Hein. Parfois, les femmes sont cantonnées à occuper des postes de responsabilité dans des domaines qui ont la casquette ou la réputation d'être dédiés aux femmes, comme la santé, l'éducation. Mais dans des secteurs très difficiles, comme être ingénieur des mines. Vous savez, je connais une dame, une PDG d'une boîte aujourd'hui, qui a commencé comme ingénieur et qui a commencé sa carrière comme ingénieur et qui était en porte-à-faux par rapport à la loi. Je parle de ça il y a peut-être 25 ans, parce qu'elle était ingénieure des mines. Selon la loi, au Maroc, la femme n'avait pas le droit de descendre dans une mine. Et elle était en porte-à-faux parce qu'elle était ingénieure, peut-être la première, et elle est descendue dans les mines et elle a pratiqué pendant longtemps. Et elle n'était pas dans une situation complètement illégale parce que le texte, nous avons hérité du texte français. Je ne sais pas s'il a changé. Je pense que oui. Mais en tout cas, à l'époque, nous avions hérité du texte français qui interdisait aux femmes de descendre dans les mines. Et donc, bien sûr, il y a du chemin qui a été fait. Dans mon secteur particulier, le secteur de la pêche, qui est connu pour une représentation très importante d'hommes plutôt que de femmes, nous sommes l'exception. Au niveau du ministère du département de la pêche maritime, nous avons une secrétaire générale femme, nous avons une directrice centrale des industries de la pêche qui est femme. Moi-même, je suis à la tête d'un office qui relève du département de la pêche et il y a la directrice générale de l'Agence nationale du développement de l'aquaculture. C'est parce que nous avons un ministre qui ne fait pas distinction entre les hommes et les femmes, et qui fait confiance en la femme et qui croit en la femme. Mais franchement, ce n'est pas la règle générale. Alors,
Mon expérience en tant que présidente du club des femmes administrateurs. En 2012, nous étions 5 femmes qui avons pris la décision de constituer le club des femmes administrateurs afin de promouvoir la place de la femme au sein des instances de gouvernance des entreprises publiques et privées. Et donc, nous avons coopté un certain nombre de femmes. Aujourd'hui, nous sommes 62. Mais mine de rien, sur ces 62 femmes, on a fait les statistiques, ça fait pas longtemps, ces 62 femmes disposent de 280 mandats d'administrateurs. Bon, bien sûr, c'est pas encore suffisant. Les pourcentages des femmes administrateurs au sein des sociétés cotées, par exemple, est encore très faible. Il est de 15%. En 2012, il était de 9%. Bien sûr, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, notre objectif, c'est d'arriver à plus les femmes pour les encourager à occuper plus de postes décisionnels et bien sûr à faire un plaidoyer auprès des décideurs afin de briser ce plafond de verre. Alors, deuxième question. Vous avez répondu à mes questions. Merci énormément, c'est très utile. Vous avez mentionné justement le cadre législatif qui doit toucher à plusieurs domaines pour accompagner ces mesures-là. On le sait, il ne s'agit pas juste de donner confiance en la femme, mais il s'agit aussi de les accompagner. Et ça part du début, quand je parle de la scolarité au primaire, jusqu'à l'université, puis au-delà de ça, dans leur prise de décision, tant à la famille que dans le boulot, l'intégration de la femme ne se fait pas juste parce que la femme n'a pas confiance en elle. Il me semble qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent à l'intérieur, et le cadre législatif que vous avez mentionné peut-être serait une des solutions à considérer. Je suis d'accord avec vous dans la mesure où effectivement il y a un tas de mesures d'accompagnement. Déjà, ça commence par l'éducation, le fait d'expliquer à la femme qu'elle n'est pas coupable d'enfanter, qu'elle n'est pas coupable d'avoir 3 mois ou 2 mois ou que sais-je d'arrêt pour élever ses enfants. Et ça commence déjà par ça. Ensuite, il y a des mesures d'accompagnement, bien sûr d'ordre législatif. Si sous d'autres cieux, la loi Copé-Zimmermann en France ou en Italie ou même au Danemark, ils ont été obligés d'imposer un quota au niveau des conseils d'administration, eux, les pays les plus développés, et ils ont été, pour pousser la femme à occuper plus de postes, ils ont été obligés de passer par une loi. Donc, à plus forte raison, dans des pays comme les nôtres, on a besoin justement d'un cadre législatif qui accompagne cette mouvance. Je parlerai aussi d'un cadre législatif qui faciliterait à la femme le fait de concilier entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Aujourd'hui, nous avons des premiers balbutiements. Je pense la première expérience qui a été faite entre le ministère de la fonction publique et ONU Femmes, c'est la conception d'une crèche au sein même et la mise en place d'une crèche au sein même de l'administration. C'est la seule expérience qui existe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que maintenant, bien sûr, ils en ont parlé et que les hommes ont décidé de suivre ça et d'aller de l'avant. Donc, il y a aussi un certain nombre de mesures d'accompagnement comme du mentoring, comme la formation de la femme en leadership pour qu'elle puisse justement aller de l'avant et occuper toute la place qu'elle mérite au sein du tissu économique et social. Merci, je vous remercie énormément. Alors, je me tourne maintenant vers Dr Fatou Gueye, justement une continuation du thème de la socialisation de la femme dans certains domaines particuliers. Vous êtes maître assistante à la faculté des sciences économiques et gestion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et vous vous êtes longuement intéressée dans vos travaux de recherche aux problématiques liées au secteur informel. On le sait, souvent les femmes œuvrent dans le secteur informel. Et alors, j'aimerais vous demander
comment est-ce que cette forte présence des femmes dans le secteur informel permet leur autonomisation économique de manière durable? Et ensuite, quelles sont les mesures que les instances officielles pourraient mettre en place pour sortir de nombreuses femmes, justement, actives dans l'informel, d'une situation de précarité sociale et économique? Voilà. Merci, Madame la Présidente. Je commencerai par d'abord revenir sur le marché du travail. Donc, dans nos enquêtes que nous avons faites un peu partout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est que la majorité des femmes qu'on retrouve dans ces pays sont dans la population inactive. Et le constat que nous avons fait lors de ces enquêtes, c'est que les femmes qui sont dans ce secteur, le secteur informel, la majeure partie n'ont pas accès au travail formel. Ou même s'ils ont accès au travail formel, le revenu gagné par les femmes comparativement aux hommes est largement inférieur. Donc, dans beaucoup de pays africains, un grand nombre de femmes indiquent que le secteur informel, ils ont eu leur premier emploi à l'aide du secteur informel. Et ça, c'est un constat que nous avons fait, et il y a plusieurs raisons, que le secteur informel offre aux femmes qu'on n'a pas dans le formel. D'abord, c'est la flexibilité. La flexibilité que le secteur informel leur offre. N'oublions pas que nous sommes en Afrique. Le premier rôle de la femme, c'est en tant que mère, en tant qu'éducatrice. Et dans la plupart des entreprises informelles dirigées par les femmes, ce que nous avons eu à constater, c'est qu'ils travaillent soit chez elles, soit à proximité de leur domicile, ce qui leur permet d'avoir un œil sur la famille et sur leurs activités ménagères. Le deuxième élément, c'est le secteur d'intervention des femmes. La première, sur les 80% des villes africaines que nous avons eu à faire, les femmes sont dans des secteurs comme le petit commerce, la vente de tissus, la transformation de produits agroalimentaires, qui, dans nos pays, ont du mal à se formaliser. Donc, il reste beaucoup de choses à faire dans la formalisation de ces secteurs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le secteur informel leur offre une source de revenus. Donc, on connaît bien la participation des femmes dans la vie économique du ménage. On connaît bien aussi la participation des femmes dans l'éducation des enfants, et le secteur informel leur donne une autonomisation financière qui leur permet de répondre à ces besoins. Quelles sont les mesures qui peuvent être entreprises par les instances officielles pour sortir les femmes de l'informel et dans la situation sociale précaire et économique? Donc, d'après nos recherches que nous avons eu à mener dans ces pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, la première initiative, c'est de développer un agenda d'accompagnement efficace à l'entrepreneuriat féminin, en y incluant la formation professionnelle, la mise en place de mesures incitatives pour la petite entreprise, parce qu'on a constaté que la plupart des chefs d'entreprise ont des entreprises de petite taille, inférieures à 5 employés, ou bien 5-10 employés, etc. La mise en place du statut du travail autonome, on parlait tout à l'heure du cadre légal. Donc, dans la plupart de nos pays africains, il n'y a pas le statut de travailleur autonome. Et la plupart des femmes, ce sont des auto-emplois qui sont dans le secteur informel. La deuxième possibilité, c'est la mise en place d'incubateurs d'entreprises. C'est-à-dire, même s'il y a des femmes qui ont un niveau d'éducation assez élevé, dans ce qu'on constate dans nos universités et nos écoles de formation, c'est la professionnalisation des étudiants. Donc, la mise en place d'incubateurs au niveau des universités et des écoles de formation devrait être une partie dans la stratégie d'accompagnement des femmes dans le monde du travail. D'autres éléments qui est assez important, c'est la possibilité de réseautage pour les entrepreneurs féminins, pour leur permettre de mieux prendre en charge leurs difficultés. Dans certains travaux empiriques, les femmes chefs d'entreprise sont organisées et disposent d'un meilleur pouvoir de négociation lorsqu'elles sont en réseau, et d'un meilleur accès aux services et aux intrants de base. Ce qu'on a constaté, c'est que les chefs d'entreprise féminins n'ont pas accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils n'ont pas accès à certains services publics. Et la mise en réseautage va leur permettre d'avoir accès à ces éléments essentiels pour le développement de leurs entreprises.
Donc, la mise en réseau aussi, ce qu'on a constaté, va leur permettre d'améliorer leur propre pouvoir de négociation individuelle, du point de vue de mieux structurer les entreprises, de mieux les organiser, mais aussi du point de vue ménage, elles vont permettre d'avoir une bonne structuration et organisation, ce qui est très important. Le deuxième élément, la deuxième contrainte qui est très importante qu'on a constatée lors de nos enquêtes, c'est la contrainte de financement. Et c'est un élément qui est très important. Donc, il s'agit de trouver des solutions aux problèmes d'investissement ou bien de trouver des produits ou des prêts les plus importants d'investissement à long terme, pas à court terme, mais à long terme. Parce que la plupart des banques demandent des garanties, etc. Maintenant, pour que les entreprises féminines puissent survivre à long terme, il faut des prêts à long terme, d'investissement à long terme, non à court terme, avec des taux d'intérêt beaucoup plus réduits. Voilà en quelques mots, Madame la Présidente, ce que je voulais ajouter à cette thématique. Merci beaucoup. Merci énormément. Alors, je vais me tourner maintenant à Madame Blanca Léo. Je vais juste passer le micro, merci. On sait maintenant, on parle des STEAM, des sciences, la présence des femmes dans les nouvelles technologies. Vous êtes ingénieure en génie civil et enseignante à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics à Kinshasa. Vous êtes aussi présidente du Forum des femmes ingénieures BTP au Congo. Vous avez une grande expérience professionnelle et personnelle à titre d'entrepreneur dans les sciences. Quel constat portez-vous sur la représentativité des femmes dans le domaine dit des STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques? Ensuite, comment la présence des femmes dans ces carrières, dans des carrières scientifiques telles que la vôtre, pourrait-elle promouvoir leur autonomisation économique? Merci pour la parole. Je suis très honorée et ravie de prendre la parole devant vous. Je vais aller tout de suite aux questions. Pour la première question, je dirais, de façon générale, globale, on constate que les domaines scientifiques, les femmes embrassent de plus en plus les domaines scientifiques, mais je dirais que pour l'ingénierie, la participation est encore très faible. Et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, les femmes hésitent encore beaucoup à embrasser les carrières techniques. Pour cela, je dirais les raisons sont multiples, notamment les indices les plus importants sont les pesanteurs culturelles, comme venaient de les souligner les intervenantes, celles qui ont intervenu avant moi. La culture africaine a plus ou moins, bon, c'est pas seulement africaine, hein, mais comme je parle de l'Afrique et particulièrement de la RDC, elle a plus ou moins scindé la société en deux, en attribuant à chaque genre de rôle précis. Bon, on a estimé que les tâches difficiles, tout ce qui est jugé difficile intellectuellement comme physiquement, ou voire complexe, a été attribué à l'homme, et tout ce qui a été jugé faible, demandant moins d'efforts, des activités sociales, je dirais, ont été attribuées à la femme. Et cela a engendré des stéréotypes, et ces stéréotypes ont comme corollaire ou conséquence, d'une part, une disparition de la motivation de la part des femmes, et d'autre part, une sous-estimation de leurs propres aptitudes. Donc, les femmes ne croient plus en elles, elles ne se sentent pas capables d'embrasser les métiers techniques. Je dirais que il y a les parents, les enseignants, donc les familles, le monde éducationnel qui ont une influence particulière sur le choix des carrières des femmes. Donc, eux aussi, de façon consciente ou inconsciente, n'encouragent pas au fait les filles à poursuivre les carrières techniques et voire même les découragent lors de leur choix. Parce que particulièrement, je connais des personnes, des filles qui ont été découragées à suivre les carrières d'ingénieurs, et c'est beaucoup plus par leur maman. Bizarrement, c'est surtout les femmes qui découragent même les autres femmes à embrasser ces métiers.
Et si déjà nous sommes peu représentés, si déjà nous ne sommes pas trop nombreuses à embrasser ces carrières, même les femmes, un autre constat est que même les femmes qui finissent par devenir ingénieurs sont difficilement présentes dans le monde professionnel. Parce que ces mêmes pesanteurs culturels continuent de les poursuivre là où elles vont travailler ou là où, dans le monde professionnel, par la méconnaissance parfois de leurs compétences pourtant acquises. Parce que quand on voit une femme ingénieure arriver, dire que non, j'ai fini à l'école d'ingénieur, on commence à se questionner. On s'est dit, mais bon, est-ce qu'elle a vraiment fini? Est-ce qu'elle est compétente? Est-ce que c'est ça? Il y a plein de questions. Il y a un regard particulier de la part de ceux qui vous engagent. Bon, tout ça ne font que décourager même celles qui ont déjà fini par obtenir un diplôme comme leurs collègues masculins. En bref, les sciences, je dirais, notamment les métiers d'ingénieur, restent encore des métiers que l'opinion publique considère comme masculins. Et puisque les femmes ingénieurs sont peu visibles et parfois absentes pour témoigner de leur parcours, il est donc difficile pour les filles de se projeter dans ces métiers, par manque de modèles. Bon. Quelles sont les recommandations? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien de raconter tout ce qu'on raconte. Particulièrement, nous, on s'est mis ensemble, donc on s'est regroupé avec quelques femmes ingénieures de mon pays, en créant l'association Femmes ingénieures, Femmes intégrées, pour tant soit peu contribuer à encourager les filles à embrasser des carrières techniques, notamment celles d'ingénieurs, à embrasser les sciences et déconstruire les stéréotypes qui continuent encore à renfermer les femmes dans certains rôles. Donc c'est un peu ça, notre modeste contribution à cela. Et cela se passera beaucoup plus par des actions de sensibilisation. On devra sensibiliser les familles, donc c'est-à-dire les parents, parce qu'on a vraiment constaté que le grand problème se situe beaucoup plus au niveau des mamans. Les mamans africaines, bon, notamment les mamans de mon pays, découragent beaucoup les filles qui veulent embrasser les carrières d'ingénieurs. Donc il est tout aussi important de faire comprendre aux mamans que leurs enfants ont des aptitudes, elles ont les potentiels, de leur laisser libre de développer leur potentiel. Et puisqu'il ne s'agit pas que de parents, donc on va aller au niveau du monde éducationnel pour sensibiliser les enseignants, parce qu'il y a ces stéréotypes sont véhiculés de manière consciente ou inconsciente, parfois par des manuels scolaires, parfois par des petites actions, parce qu'il y a des tâches, par exemple, à l'école qu'on ne peut donner qu'aux filles. Bon, par exemple, dit balayer, bon, il faut une fille. Faire du café, il faut une fille. Bon, quand c'est autre chose, on choisit l'homme. Bon, c'est un peu ça, des petits trucs comme ça. Et on va jusqu'au niveau, dans le monde professionnel et même au niveau universitaire pour encourager la femme elle-même. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je suis femme, il y a de l'injustice, mais il faut sortir du lot. Il faudrait se démarquer parce qu'on dit que c'est l'injustice, plus on est compétente, l'injustice finit par... on tord le cou à l'injustice, au fait. Donc c'est un peu ça. Merci énormément. Je vais juste faire dans la même continuation, en fait. Je n'ai pas répondu à la deuxième question. La deuxième question qui porte justement sur le fait que... Ouais. Qu'est-ce qu'il faut... vous avez commencé à parler de recommandations. Je trouve que c'est très utile. Oui. Et j'allais dans la même continuation poser la même question à Madame Marianne Téné, qui est aussi scientifique. Dans le même sens, vous avez évoqué... justement le facteur qu'il faudrait peut-être réseauter davantage. On l'a mentionné quand on a parlé du secteur informel. Vous l'avez mentionné tout à l'heure en parlant des administrateurs de société. Vous l'avez mentionné encore quand il s'agit des ingénieurs. J'aimerais savoir, Madame Téné, vous en tant que scientifique au Cameroun, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'il y a d'autres recommandations que vous pouvez apporter par rapport au fait que les femmes devraient pouvoir intégrer ces métiers scientifiques de plus en plus? Merci. Merci, Madame la modératrice, de me passer la parole.
La question ou l'importance ou encore le rôle de la maman pour encourager la jeune fille à aller dans le milieu scientifique est essentiel. Et je voudrais un peu ramener à compte courant avec le cas de la RDC. Moi, je suis maman de 5 enfants, dont 4 filles, et mon aînée elle fait la physique à l'université. Donc, je l'encourage énormément. Mais la question du modèle, pour moi, c'est la question phare, parce que qu'on mette les moyens à la disposition de la jeune fille ou de la femme, qu'on lui donne, qu'on lui explique ce qu'il faut faire, ce n'est pas suffisant, parce que c'est lorsqu'on voit qu'on apprend et qu'on intègre. C'est lorsqu'on voit qu'on arrive à se projeter. Parce que sinon, le reste devient de la théorie. Donc, sur ce point-là, personnellement, je pense que nous, en tant que mamans, qui sommes déjà dans ce milieu scientifique, on a un rôle important et très, très important à jouer pour encourager et nos propres enfants, mais aussi les enfants dans nos familles, c'est-à-dire les nièces, les neveux, et peut-être les enfants dans l'environnement, dans le voisinage, pour leur dire, vous êtes capable de le faire, je ne le dis pas seulement, mais vous me voyez à l'œuvre. Je vais, maman a voyagé parce qu'elle va à une conférence, maman est en train de faire une présentation dans son ministère, maman fait ceci, maman fait cela, mais ça ne lui empêche pas d'être maman en même temps. Donc là, c'est vraiment une question essentielle parce que lorsqu'on a une bonne conception de ce qu'on veut faire dans son esprit, lorsqu'on est bien dans son esprit, on peut, même le ciel ne constitue pas une limite pour soi. Donc c'est ce que je peux donner comme élément de contribution. Et malheureusement, même nous-mêmes les femmes scientifiques, nous sommes souvent complexées parce que quand bien même on arrive à avancer jusqu'à un certain niveau, il y a un certain blocage. Et quand vous regardez par exemple les statistiques, lorsque on a par exemple des enseignants, chercheurs qui sont recrutés, plus vous montez en grade, moins vous trouvez des femmes. Et puis on pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois on a du mal à comprendre ce qui se passe. Peut-être parce qu'elles-mêmes ne se projettent pas suffisamment loin. Parce que c'est ça l'essentiel. Si vous dites, je vais arriver au ciel, vous allez trouver le moyen d'y arriver. Quelle que soit la difficulté que vous aurez, quelles que soient les contraintes que vous allez trouver le moyen avec la petite aiguille, de percer le trou à travers le rocher pour pouvoir traverser ou à défaut de le contourner pour pouvoir avancer. Donc c'est ça que je peux donner comme recommandation principale et pour moi c'est essentiel. Oui. Donc cette question-là de visibilité justement, je trouve que toutes nos panélistes, à date en tout cas, on en parlait, c'est très important. Et j'aimerais juste, dans ce cadre-là, relancer Madame Léo, parce que je pense que vous aviez une autre recommandation que vous aimeriez peut-être partager avec nous par rapport à ça. Bon, j'insistais beaucoup plus sur les modèles. Il faudrait plus de femmes ingénieurs. Comme ça, j'ai insisté sur l'existence, la création de l'association Femmes Ingénieurs, Femmes Intégrées. C'est pour montrer aux femmes qu'elles sont capables, qu'elles s'identifient à des modèles de femmes qui ont déjà œuvré ou qui sont en train d'œuvrer et qui ont des carrières professionnelles réussies. Et des petits exemples comme demander aux mamans d'acheter de voitures plutôt que de poupées aux enfants seraient aussi de bonnes avancées. Merci. Je pense qu'on a fait le tour à titre de panéliste ici pour discuter des différents sujets. Vous voulez rajouter un petit point? Au niveau de l'éducation, cette éducation différenciée, c'est également important parce que lorsque nous, les mamans, parce que la clé finalement, moi je pense que ça reste la maman, c'est nous qui nous plaignons des inégalités, mais c'est nous qui renforçons cela au niveau de l'éducation de nos enfants. Au-delà des cadeaux stéréotypés, mais il y a ce travail, il faudrait que déjà le garçon, dans son esprit, qu'il comprenne que autant il a droit de jouer, autant il a droit d'étudier, c'est-à-dire à la maison qu'on répartit les tâches domestiques, tout le monde travaille au même moment et tout le monde étudie au même moment. En fait, c'est ce garçon-là qui va être l'homme de demain. D'accord? Donc, si nous-mêmes, on ne prend pas la peine d'appuyer sur ça, c'est nous qui avons ce pouvoir-là. Quoi qu'on dise, si on arrive déjà à inculquer cela dans l'esprit du garçon, que en fait, ce qui est important, c'est l'humanité. Ce n'est pas le sexe, ce n'est pas d'abord le fait d'être une fille ou un garçon qui doit être important, mais c'est qu'en tant qu'être humain, on a certains besoins, on a certains rêves, on a certains objectifs, on a certaines projections. Dès qu'on arrive à déclencher cette clé-là, ça devient essentiel. Et c'est pour ça que j'étais d'accord avec le professeur tout à l'heure lorsqu'elle a parlé d'un processus. C'est-à-dire que pendant qu'on essaie de résoudre le problème ponctuellement, on essaie aussi de voir comment, dans la durée, on peut trouver des solutions durables
qui permettent à terme, sur 10 ans, 15 ans, c'est-à-dire à l'échelle d'une nouvelle génération, que les choses puissent s'inverser de manière considérable. Et pour cela, nous avons la clé en main en tant que femmes. Merci. Je suis très d'accord avec vous, absolument. C'est une responsabilité partagée, pas seulement des femmes, mais aussi des hommes. Et là, on va se tourner vers vous, Monsieur Flaubert Mbicom. Vous êtes économiste au Centre de recherche de développement international du Canada, qui est basé à Dakar. Vous avez entendu nos panélistes discuter de différents sujets, justement, sur la présence et la participation de la femme dans l'activité économique, mais aussi sur les raisons et les barrières auxquelles elles s'affrontent pour justement promouvoir leur autonomisation économique. Quels sont vos commentaires, vos regards, à titre d'homme, par rapport à tout cela? Merci Madame la modératrice. Juste un petit rectificatif. Le CRDI, nous sommes basés au Canada, nous avons des bureaux régionaux. Et donc, je suis basé dans le bureau de Dakar, voilà. C'est cela. Et donc, dans le cadre de notre programmation, nous avons un axe de travail que nous avons appelé économie inclusive, où l'enjeu précisément, c'est de s'assurer que la croissance économique finalement bénéficie à tout le monde, que tout le monde a l'opportunité de contribuer au processus de création de la richesse. Et les commentaires que je voudrais faire par rapport aux interventions des panélistes s'inspirent en fait des résultats de plusieurs générations de projets que nous avons développés, des projets de recherche, et puis les résultats qui en ressortent. Le premier commentaire porte sur le fait que la population féminine, les femmes, c'est un groupe hétérogène. Et je pense que cela ressort assez bien sur ce panel. Les difficultés auxquelles les femmes ingénieurs sont confrontées, les difficultés auxquelles la femme enseignante est confrontée, ne sont pas nécessairement les mêmes difficultés que la femme illettrée va rencontrer, du moins pour ce qui est du marché du travail. Donc un premier enseignement que nous avons tiré, c'est la nécessité de ne pas avoir de solution générale, d'approche globale. Parce qu'il y a des spécificités qu'il faut prendre en compte et puis penser à des solutions qui sont appropriées dans chaque contexte et dans chaque situation. Et un exemple concret, c'est de dire la femme qui est confrontée au fameux plafond de verre, elle a un bon niveau d'éducation, elle a une bonne carrière, elle a un bon poste, elle aspire à davantage. Mais il y a déjà des femmes qui ont une éducation et qui n'arrivent pas à trouver un emploi formel. C'est déjà une différenciation. Il y a d'autres femmes, comme vous l'avez dit, qui ont de la difficulté à profiter d'une éducation de qualité. C'est un autre niveau de difficulté. Il y a d'autres femmes qui, du point de vue de l'entrepreneuriat, n'arrivent pas à accéder aux ressources productives. Une autre catégorie. Donc, en termes de recherche de solutions, une chose que nous avons, je ne dirais pas découvert, mais que nous avons mis de l'avant, c'est finalement cette notion de rechercher pour chaque contexte, pour chaque catégorie, quelle est la solution la mieux indiquée et comment s'y prendre pour résoudre le problème auquel nous faisons face. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point porte sur un aspect qui est ressorti de façon assez constante, à savoir que finalement, si vous regardez toutes les femmes, peu importe leur profil socio-professionnel, elles ont une chose en commun qui, semble-t-il, est la cause de tous les problèmes, à savoir les responsabilités au niveau du ménage. Si vous prenez madame qui est professeure à l'université, elle va se lever peut-être à 4 heures pour préparer ses enseignements, aller enseigner, faire des corrections, recevoir des étudiants toute la journée. Peut-être elle va finir sa journée de travail à 22 heures. Puis elle va arriver à la maison, son mari ne veut pas manger le repas qui est cuisiné par une femme de ménage. Donc, il faut qu'elle aille à la cuisine faire à manger. Après cela, il faut qu'elle s'occupe des enfants, leur donner le bain pour les mettre au lit. Conséquence, elle va se coucher peut-être à 4 heures du matin pour se lever à 5 heures. Donc, lorsqu'elle va arriver sur le campus, peut-être son recteur va lui dire « Ah, mais madame, vous n'êtes pas assez productive. Vous ne travaillez pas aussi fort que vos collègues masculins. » Ce n'est pas qu'elle n'est pas compétente. Elle est très compétente.
Mais au niveau de la charge qu'elle doit assumer au niveau du ménage, cette charge a une répercussion sur sa productivité, sur sa capacité à contribuer à la hauteur de son potentiel. Donc, ce que nous sommes en train de regarder d'un peu plus près, c'est cette interaction entre la dynamique au niveau du ménage et ce que nous observons au niveau de l'économie. Comment est-ce qu'on réussit à mieux comprendre cette dynamique interne du ménage et comment est-ce qu'on réussit à changer cette dynamique, en particulier en impliquant les hommes. Oui, vous avez dit que c'est la responsabilité des femmes en tant que maman de sensibiliser leurs jeunes garçons, de sensibiliser leurs jeunes filles. Mais j'ai envie de me poser la question, pourquoi ce serait plus la responsabilité de la maman? Peut-être qu'il est justement temps de faire comprendre aux hommes qu'ils ont un rôle tout aussi important à jouer dans l'éducation de ces enfants-là. Et c'est pourquoi, si vous placez dans le contexte du Canada, lorsqu'on parle, à une époque on parlait de congé maternité, c'était basé sur cette notion que, mais c'est la femme qui doit s'occuper des enfants, donc c'est elle qui a besoin de congé. Mais non. Au niveau du Canada, on reconnaît que cette responsabilité est partagée. Donc du coup, on parle de congés parentaux. Donc moi, en tant qu'homme, j'ai autant besoin de congé parental précisément pour aller aider au niveau du ménage, pour aller soulager ma femme. Si à deux, nous avons droit à 12 mois, nous prenons 6 mois au même moment afin qu'elle puisse se reposer pendant que je fais la vaisselle, pendant que je fais le ménage. Et le petit garçon, il voit cela, il enregistre. Donc nous sommes dans cette logique de comprendre ce qu'il faut pour changer véritablement ce qui se passe au niveau du ménage, ce qui se passe au niveau des communautés, afin que ce qu'on observe sur le marché soit meilleur. Donc voilà très très brièvement ce que je peux partager avec vous là-dessus, mais s'il y a des questions, ça nous permettra peut-être d'élaborer davantage. Merci. Très bien, merci énormément. Je pense qu'on a quelques minutes pour quelques questions du public. Questions? Oui, monsieur? Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Donc, la première intervenante a évoqué donc, des questions de coûts, de financement, notamment de l'environnement, etc. Mais ça a été repris plusieurs fois. Moi, je voulais demander, parce que l'environnement économique de la femme et du ménage, il y a l'environnement social là, qui vient d'être évoqué tout de suite par le comportement de l'homme de demain, comme disait Marianne tout à l'heure. Moi, je fais partie en France de ceux qui étaient un peu les hommes de demain, parce que je suis de la génération des 68 arts. D'accord ? Donc, j'ai su ce que c'était que langer le bébé et tout ça. J'ai fait, j'ai pratiqué, je m'en porte pas plus mal aujourd'hui. Voilà. Donc, je voulais poser une première question. Dans l'environnement économique, il y a aussi le comportement pour faire évoluer les choses. Parce que nous sommes ici à la francophonie, nous sommes aussi dans un espace où la francophonie est intervenue, notamment à Marrakech, ici au Maroc, pour accompagner tous les francophones dans la démarche sur le changement climatique, mais plus largement sur les objectifs de développement durable. Donc moi, je m'inscrirai dans ces objectifs de développement durable, qui sont sûrement une bonne base pour essayer de faire changer les choses et de profiter de cet agenda 2030. Nous avons encore 10 ans. Nous avons l'agenda 21 qui est l'agenda du siècle, mais l'agenda 2030 comporte un certain nombre de choses qui concernent la femme, qui concernent l'environnement, qui concernent toutes les choses que nous allons évoquer pendant ces 3 jours. Donc, première chose, il se trouve que les financements qui arrivent par la francophonie, par l'Europe, par ailleurs, eh bien, privilégient des actions venant d'en haut, des choix qui sont faits pas par les pays, pas par les terrains. Et je vais vous donner un exemple très concret d'une association qui soutenait des enfants pour l'écolage, pour aller à l'école, pour aller en 5e, pour aller en fin de collège et pour aller même à l'université. Eh bien, faute d'avoir des financements pour financer une pompe
pour faire de la production agricole et permettre à des gens qui s'occupent, et souvent des femmes d'ailleurs, qui ont pris la tête d'ONG et qui voudraient essayer d'aider et d'accompagner les enfants à l'école et qu'il y a un petit peu de changement là-dessus, eh bien, faute d'avoir un financement de 1 000 € pour faire une pompe, pour mettre une pompe qui accroîtrait, qui permettrait d'accroître la production chère, par exemple, et donc de faire des rentrées pour que les pays eux-mêmes se prennent en charge, eh bien, on n'y arrive pas. On envoie beaucoup d'argent, mais il est ciblé de telle manière, les choix sont faits par les pays du Nord et non pas par les pays du Sud. Donc et quand on va à la recherche localement de financement, je vais parler du microcrédit. J'ai participé, j'ai vu, j'ai accompagné des groupes de microcrédit au Bénin. Eh bien, quelquefois, quelle fabuleuse arnaque. C'est-à-dire que des personnes, pour avoir un petit peu d'argent, pour investir dans leur production, dans leur petit commerce, elles sont vraiment exploitées. C'est-à-dire qu'elles nourrissent les personnes qui, soi-disant, leur amènent l'argent. Et effectivement, il y a besoin d'aller chercher des financements un petit peu plus long terme. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Ensuite, femmes, moi, vous n'avez pas évoqué une seule fois. Et dans la hiérarchie, donc Amina l'a évoqué, moi j'aurais bien aimé, parce que c'est le cas au Maroc, quelle est la situation des femmes en situation de handicap? Parce qu'il y en a, et qui n'accèdent non seulement pas à des postes à responsabilité, mais n'accèdent pas du tout à l'emploi. Et quid encore, quand on parle des personnes en situation de handicap visuel, c'est encore pire que pour ceux qui sont en situation de handicap physique. Voilà. Alors ça, après je vais passer. L'emploi dans le secteur informel, par exemple le secteur éducatif au Maroc. Je vais prendre cet exemple aussi. Il y a de l'informel qui est fait, notamment il y a eu des classes qui ont été ouvertes dans le secteur informel pour permettre aux enfants, par exemple, issus de la migration ou qui arrivent parce qu'ils sont réfugiés, etc., qui arrivent de pays subsahariens ou d'Afrique centrale et qui se retrouvent avec un niveau, ils ne connaissent pas l'arabe. Et donc, il faut reprendre. Ils sont en niveau de 3e, 4e dans leur pays. Et quand ils arrivent ici, ils se retrouvent en CM1, CM2. Donc, il y a des associations qui se sont investies pour essayer de mettre de l'informel dans les classes d'éducation, de l'éducation nationale ici au Maroc. Mais la rémunération des personnes qui enseignent, eh bien, elles ne sont pas au niveau de ce qu'elles devraient être. Elles ne sont même pas à égalité. Il y a une disparité, donc je tiens à le souligner. Alors, sur les NTIC, les incubateurs d'entreprises, vous m'excuserez, c'est un peu long, mais j'ai pris beaucoup de notes. Donc, Je suis désolée, monsieur, mais il va falloir que je vous coupe, malheureusement. Eh ben, parce qu'il y a beaucoup alors, de est-ce qu'on peut envoyer ces questions par écrit Absolument. à tous les intervenants, et que les intervenants, nous ayons aussi le contenu de leur intervention? Ce serait bien, parce que ça, c'est justement, à chaque fois, on fait des formidables conférences, et puis on reste sur sa faim. Moi, je me suis inscrit hier, donc c'est pas vieux, hein, je suis un des derniers inscrits, mais j'avais vraiment de l'appétence et j'en ai encore. Donc, j'ai plein de choses à dire et je le dirai volontiers aux pauses si vous le voulez. Énormément. Merci énormément pour vos remarques. Il y a beaucoup de monde ici qui ont des questions. Puis j'aimerais aussi que nos panélistes aient la chance ou l'opportunité de pouvoir y répondre. Allez-y, madame. Je vous remercie. Je garde le micro. Je voulais féliciter les panélistes pour la qualité des interventions. Je reviens un peu sur quelques questions, notamment sur l'éducation. L'éducation est importante dans le processus d'autonomisation des femmes. Je n'en veux pour preuve que la Journée internationale des femmes, le 24 janvier 2020, où les membres de l'association de la Fédération internationale des femmes diplômées ont fait un plaidoyer très très fort pour véritablement encourager l'éducation. Donc si vous allez sur YouTube, que vous tapez Journée internationale de la femme, vous verrez donc les messages qui ont été lancés par l'association des femmes. Je reviens également sur la présentation de Mme Fatou Gueye Lefebvre. Je salue votre présence. Sur les contraintes, parce que je pense que l'une des contraintes, c'est dans le processus d'autonomisation économique des femmes, ce sont les contraintes financières. Vous êtes passé très très rapidement là-dessus. J'aurais bien voulu que vous nous développiez un peu quelques solutions clés au niveau de ce modèle, particulièrement au Sénégal. La présentation également de M. Flubert, CRDI, sur la matrice de solutions identifiées. J'aimerais également que vous reveniez un peu sur les contraintes qui bloquent l'accès des femmes aux ressources économiques et financières. Je vous remercie. Merci pour vos questions. Alors,
Merci, Madame la Présidente. Je vois qu'il y a beaucoup de questions assez intéressantes qui ont été posées. Bon, je vais commencer par les femmes en situation de handicap. C'est un problème que nous avons. Ce n'est pas uniquement pour les femmes, mais sur le Code du travail, si je prends le Code du travail au niveau du Sénégal. Il n'y a pas de... si je prends le Sénégal, parce que c'est celui que je travaille tout dernièrement sur le Code du travail du Sénégal, la situation des personnes d'handicap. Le Code du travail n'a pas prévu les conditions pour le travail des personnes en situation d'handicap. Donc ils sont en train de rénover, mais est-ce que la rénovation va être quelque chose essentiel qu'il faudrait résoudre? C'est ce qu'on parle. Donc, deuxième chose, la notion d'éducation au niveau des femmes. Moi, je donne dans l'enseignement supérieur. On dit 10 enseignants, par exemple, la faculté des sciences économiques et de gestion. On n'est que 12 femmes dans cette faculté. Nous, en tant que femmes, c'est à nous, en tant que femmes, de donner les solutions, les pistes de solutions, de donner la motivation. Monsieur Flaubert l'a dit tout à l'heure, c'est très, très, très difficile d'allier la profession et le ménage. C'est très difficile. Des fois, il faut faire des sacrifices pour avancer. Surtout, je prends l'enseignement supérieur. Si une femme doit se présenter au concours d'agrégation, il y a beaucoup de sacrifices derrière pour aller au concours. Il y a beaucoup de sacrifices derrière pour faire des publications et de publier et de participer à des conférences, etc. etc. Donc, c'est des sacrifices qu'il faut faire pour montrer le chemin aux autres qui doivent venir. Par rapport aux contraintes financières, nous avons fait l'enquête pour Dakar, Cotonou, Ouagadougou, Libreville, Yaoundé et récemment Bamako. Et la première chose que les femmes nous posent dans ces enquêtes, c'est que nous sommes dans l'informel. Est-ce que pour aller dans le formel, on aura accès au crédit bancaire? Le premier problème qui se pose, c'est le taux. Le taux qu'offrent ces banques au niveau du secteur bancaire. Le taux est très élevé. Deuxième chose, c'est la garantie. N'oublions pas que le problème principal de certaines femmes, c'est qu'elles ne disposent pas de garantie nécessaire pour avoir accès aux prêts à long terme. Même si les États font des efforts, par exemple, avec les fonds de garantie et d'investissement qui sont disponibles pour les associations de femmes, pour les ONG bien structurées, qui leur permettent d'avoir du crédit. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le problème, c'est que les femmes ont des crédits à court terme. Et ces crédits à court terme ne leur permettent pas d'investir suffisamment dans leur entreprise. C'est d'une durée de maximum 5 ans. Ça ne leur permet pas d'avoir des projets d'investissement à long terme. Troisième élément, c'est l'inaccessibilité des femmes, ce qu'on appelle la gestion des terres. Donc, la gestion des terres, les femmes n'en ont pas accès. Et la majeure partie, si on prend des femmes qui opèrent dans le secteur informel, ils opèrent dans le domicile conjugal ou bien ils sont à côté de leur mari qui est entrepreneur. Donc, ça, c'est la disponibilité des locales professionnels qui pose surtout problème. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font sur l'aspect financier, mais c'est l'information en général qui n'est pas disponible. La communication, c'est pourquoi je parle de réseautage, qui va permettre aux femmes de mieux communiquer en matière financière qu'en matière aussi de leadership. Et ça va la femme permettre aussi d'avoir une formation en leadership, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir conclure des marchés et des contrats avec les autres organismes. Merci, Madame la Présidente. Donc, vous avez demandé quelle est la matrice de solutions qui a été identifiée. Comme j'ai dit, nous n'allons pas donner une solution générale, globale. Donc, ce qu'il faut, c'est spécifier quelle est la catégorie de femmes en difficulté, et cela permet d'avoir des solutions spécifiques pour cette catégorie-là. Si je prends un exemple
celui des femmes ingénieures. Ce qui est observé, c'est que même lorsqu'elles réussissent à s'insérer dans la profession, autour de 40 ans, la profession a tendance à les évincer lorsqu'elles vont commencer une famille, s'occuper de leurs enfants. Donc nous sommes en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faudrait, au-delà des initiatives qui visent à promouvoir la proportion de femmes dans le domaine des sciences, technologies et autres, qu'est-ce qu'il faut pour les femmes qui sont déjà dans la profession et qui ont une probabilité élevée de se faire évincer à un moment donné, précisément parce qu'elles ont ce rôle de maternité qu'elles doivent assumer d'une façon ou d'une autre. Donc c'est une question de contrat social. La société doit reconnaître la contribution qu'elles apportent à travers la procréation et mettre en place des mécanismes qui permettent à ces femmes-là de vivre leurs ambitions, de vivre leurs rêves, d'être ingénieurs, tout en étant maman. Ça ne peut pas être mutuellement exclusif. Si vous parlez maintenant des femmes entrepreneurs, quelques-unes des idées qui ressortent des travaux que nous finançons, c'est une fois de plus cette notion de mieux comprendre quels sont les besoins des femmes auxquelles on s'intéresse. Un exemple simple, c'est de dire, si vous vous intéressez à des femmes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 000 euros, par exemple, ça ne sert à rien de dire que vos financements commencent à 100 000 euros. Donc il s'agit de développer des outils de financement qui répondent aux besoins de cette catégorie de femmes entrepreneurs. Elles ne veulent peut-être pas créer une multinationale, elles veulent continuer à opérer à cette petite échelle. Elles ne sont peut-être pas intéressées par la formalisation, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles sont impliquées dans des chaînes de valeur qui peuvent être utilisées pour canaliser le financement vers elles. Donc, il n'y a pas de solution globale, il y a des solutions qui sont indiquées pour chaque catégorie, dépendamment de contraintes spécifiques auxquelles elles font face. Donc, voilà ce que je peux dire. Je voudrais juste rajouter un petit point, c'est que, en fait, lorsque l'on parle de l'autonomisation des femmes, on parle de leur capacité à répondre à leurs propres besoins. Et cette capacité, finalement, elle est contrainte par un certain nombre de choses, mais il y a des contraintes que vous avez bien sûr mentionnées, qui sont des contraintes purement économiques. Mais une grosse partie de ces contraintes est culturelle, elle est psychologique, elle est sociale, elle est très dépendante du contexte dans lequel les personnes vivent, en dehors des aspects culturels, des aspects sociaux, des aspects psychologiques, etc. Et donc, c'est une question qui devient extrêmement complexe. Et d'ailleurs, lorsque l'on regarde un petit peu les études sur les processus d'autonomisation, on se rend compte qu'à chaque fois, eh bien, les analyses qui ont dû être faites ont été faites à partir d'études qui portent sur des projets particuliers dans une région particulière, dans un village particulier, et qu'elles ne sont pas nécessairement reproductibles dans d'autres contextes. Et donc, je crois que c'est une question très importante, mais qui comporte parfois beaucoup de difficultés en termes d'analyse. Merci énormément. On a une question ici devant. Allez-y, madame. Bonjour, merci Madame la Présidente. En fait, je m'appelle Madame Harzi Hasna, je suis professeure à l'Université Hassan II de Casablanca. J'ai plein de rebondissements, mais je ne vais pas m'arrêter. Donc, je préfère, si vous me permettez, je préfère répondre à une question de monsieur par rapport aux personnes en situation de handicap, parce que c'est une catégorie dont on ne parle pas beaucoup. Vous avez parlé des personnes en situation de handicap et vous avez parlé des déficients visuels en particulier. Je suis professeure bénévole au Centre de solidarité co-créé entre le Club Lions Unité, Casa Unité et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Et justement, on assure un accompagnement aux déficients visuels pour améliorer leur employabilité. Donc, avant de parler de l'employabilité des déficients visuels, il faut parler d'abord de l'accès à l'éducation.
Donc les diffusions visuelles et surtout les personnes aveugles, ils suivent leurs études dans des établissements de l'Organisation pour la protection des aveugles au Maroc, l'OAPAM. Sachez que les OAPAM n'existent pas partout, ils ne sont pas comme les écoles, toutes les autres écoles. Ils existent dans certaines villes et l'internat, il n'est que pour les garçons. D'accord. Donc si je suis une fille aveugle de Tsaounat, je n'ai pas accès à l'OAPAM. Donc, mon frère qui est aveugle, il peut aller suivre ses études. Donc, d'abord, voilà la première inégalité. Donc, pour l'accès déjà à l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve après. La deuxième inégalité, c'est que les enfants qui suivent leurs études à l'OAPAM n'ont pas de choix pour choisir la filière. Il est obligé de faire des études en littérature. Je veux faire des études en sciences, je n'ai pas le droit de faire des études en sciences. On a dans le centre dans lequel je travaille, on a eu des lauréats, ils ont des licences, etc. Ils n'étaient pas tout le temps aveugles, ils avaient un bac par exemple scientifique, ou bien il y a l'acuité visuelle qui s'est détériorée suite à la maladie, etc. On a eu des étudiants qui ont un bac scientifique, ils ont voulu s'inscrire à la faculté des sciences, on leur a dit non, on ne peut pas vous prendre, ils ne peuvent pas faire des études dans les facultés scientifiques, ils ne peuvent pas faire des études dans les écoles d'ingénieurs. Donc, du coup, on les oblige, on les cantonne. D'ailleurs, on les trouve dans les facultés des lettres, dans les facultés des sciences juridiques, économiques et sociales. Ils ne font que des études en droit, même pas. Ils ne peuvent pas faire des études en économie. Donc, j'espère, je voulais apporter ça. Et juste tout à l'heure, vous avez parlé de l'interdiction des femmes pour le travail souterrain des mines. Ça, c'est dans la convention de l'Organisation internationale du travail. Donc, et on l'a aussi. Donc, c'est pour protéger la femme. Mais jusqu'à quand on va protéger la femme? Et je laisse la question ouverte. C'est une très belle remarque. Merci énormément. Peut-être une dernière question. Permettez-moi tout d'abord de saluer la qualité de vos interventions. Mais ma question, c'est à l'endroit de M. Jacob. J'aimerais vous entendre en fait sur l'ultime de l'autonomisation économique de la femme. Admettons que femme, quel est l'objectif en fait qui se cache derrière de l'autonomisation de la femme? Et après cette question, j'aimerais savoir, est-ce que le concept de rémunération du travail domestique, qui est de plus en plus remis en avant, peut être également un élément clé de l'autonomisation économique de la femme. Merci. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a un agenda caché derrière la question d'autonomisation de la femme? La réponse est non, 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 non. Et je pense que c'est un peu le point que tous les panélistes ont défendu ici. La réalité, elle est simple. Et je pense qu'en tant que chercheur, c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Vous êtes en train de contribuer à renforcer la base d'évidence pour montrer les bénéfices de l'égalité homme-femme et de l'autonomisation de la femme. De plus en plus, ce qu'on sait, c'est que c'est probablement le meilleur moyen pour accélérer la croissance économique. Mais comme on sait que le tout n'est pas d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres, mais aussi de réduire les inégalités, c'est aussi une question de réduction des inégalités. On peut avoir un taux de croissance à 2 chiffres, mais si les femmes qui très souvent représentent minimum 50% de la population n'en bénéficient pas, nous avons un problème. Donc, comment faire avancer cet agenda sur l'accélération de la croissance et en même temps la réduction des inégalités de toutes sortes? Un bon vecteur, c'est à travers l'autonomisation de la femme. Et comme l'a dit Madame, ce que nous savons déjà très bien, c'est qu'une femme qui économiquement est autonome et a un pouvoir de décision sur ses ressources, elle a tendance à faire des investissements plus stratégiques, que ce soit du point de vue du bien-être du ménage ou que ce soit du point de vue de la société. Et un bon exemple est donné par le cas des entreprises solidaires, les entreprises sociales. Très souvent, ces entreprises sont portées par des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles essaient de faire une différence dans la communauté sur la base de ce qu'elles voient et sur la base de ce qu'elles savent être leur potentiel. Donc, nous pensons que l'autonomisation de la femme, c'est un moyen très puissant pour améliorer le bien-être de tous.
C'est aussi simple que cela. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci. Je pense que quand on s'est réunis ici pour parler d'autonomisation économique, c'était à la base parce que chacune et chacun d'entre nous ici croit au fait qu'à travers cette autonomisation-là, il y a un bien-être social qui est à gagner. Mais comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, Madame Amina Figui, vous avez parlé justement des retombées qui peuvent aller au-delà du bien-être économique. On parle de l'éducation future des enfants, des petits-enfants, de la santé maternelle, infantile. On parle aussi de la portée de certaines politiques publiques parce que lorsque les femmes sont beaucoup plus autonomes, elles ont les moyens de pouvoir mettre en œuvre certaines pratiques, mais qui vont bénéficier à tout le monde. Alors ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On est dans les temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je sais que vous aimeriez une dernière question ici. Bonjour tout le monde. Je remercie tous les intervenants pour la grande qualité de leur intervention. Je voudrais juste partager avec vous une petite réflexion sur les inégalités. Comme j'ai entendu dans une intervention que l'autonomisation économique de la femme, c'est un sujet qui est très complexe, où intervient le social, l'économique, le culturel et tout. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous, c'est la différence entre les discriminations directes et les discriminations indirectes. Malheureusement, les discriminations directes au Maroc, par exemple, avec la Constitution, on peut facilement condamner une discrimination. Par exemple, on ne veut pas embaucher une femme parce que c'est une femme, on peut facilement condamner ça. Mais il y a les discriminations indirectes et celles qui sont les plus dangereuses et qui persistent et qui nourrissent ces inégalités. Je vous donne un exemple pour clarifier. Par exemple, dans une entreprise, on embauche à pied d'égalité les femmes et les hommes. Et par exemple, dans le statut de l'entreprise, il n'y a pas de prime pour les gens qui, par exemple, travaillent à mi-temps. Et en faisant les statistiques, on remarque que 80%, la majorité des personnes qui travaillent à mi-temps sont des femmes. Ici, on a une discrimination indirecte. Il faut être très, très vigilant sur ce point. Et merci. Alors, une toute dernière question avant de clôturer notre discussion, au fond, complètement. Merci, Madame la Présidente et modératrice. Je voudrais juste revenir sur ce qu'elle disait par rapport à l'utilisation du temps. Quand on parlait des travaux domestiques, je pense que c'était une question posée à M. Flaubert. C'est vrai que l'ensemble des études qui se sont intéressées à l'utilisation du temps des femmes, souvent quand on demande aux femmes « qu'est-ce que vous faites ?», certaines vont vous répondre « je ne fais rien, je suis femme de ménage ». Alors que si on arrivait à comptabiliser tout ce qu'elle fait en tant que femme de ménage, les études ont montré qu'on allait s'apercevoir qu'elles font beaucoup de choses qui n'est pas comptabilisé sur le plan économique. C'est vrai que le travail des domestiques est comptabilisé dans la comptabilité nationale. C'est le travail domestique, c'est-à-dire faire le ménage, faire le linge, tout ce qui tourne autour des activités domestiques qui n'est pas comptabilisé. Donc c'était juste pour revenir sur la question de Madame, pour montrer que les femmes font beaucoup de choses, mais étant donné les considérations sociales de nos sociétés, on apprend aux femmes de dire
vous ne faites rien si vous faites seulement des activités, des tâches ménagères de la famille. Okay. Merci énormément. Donc cette question-là de rémunération du travail ménager, très pertinente. En discussion, mais pas très applicable pour l'instant. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Vos interventions ont été très pertinentes. Merci énormément. Merci à tous d'être venus. J'espère que vous avez trouvé cette session utile. Puis bonne fin de conférence. Merci.